Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette table ronde intitulée Entre Zeitenwende et Révolution, analyse des résultats des élections fédérales allemandes. Donc, bienvenue à cet événement qui est organisé par le CCEAE, donc le Centre canadien d'études allemandes et européennes de l'Université de Montréal, et qui a été mis sur pied essentiellement donc par Johanna Aurélie Dom de l'Université de Montréal avec ma très modeste contribution, mais c'est surtout Johanna qui est derrière donc cet événement. Je tiens à remercier nos divers partenaires qui ont contribué à sa mise en œuvre, à savoir donc le CIERA, le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne, le Centre Jean Monnet de Montréal, l'École de langue de l'UQAM, le CESIS, Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes de l'Université Grenoble-Alpes, ainsi que le Forum de défense et de stratégie. Je tiens aussi à remercier le modérateur de nos futurs échanges, le professeur Denis Dumas, ainsi que nos excellents panélistes, à savoir Madame la consul générale d'Allemagne à Montréal, Madame Marie Krapka de l'IFRI et les professeurs Leprecht, Stockemer et Ferti. Je laisserai tout à l'heure Denis Dumas les présenter, mais avant de passer la parole donc à Denis Dumas, je souhaite revenir rapidement donc sur la raison d'être de cette table ronde, c'est-à-dire les élections qui ont lieu le 23 février dernier en Allemagne, qui sont les premières élections depuis plus de 20 ans qui ont été faites de manière anticipée. Parce que la dernière fois que l'on avait eu un scénario de ce genre, c'est-à-dire un scénario amenant à une élection plus tôt que prévu, c'était justement en 2005. Et donc, cette année, on a à nouveau eu ce résultat, parce que normalement, on aurait dû avoir des élections en septembre, et on l'a eu avec les résultats suivants. Je vais vous projeter donc cette slide pour que ce soit plus parlant. Hop, partager. Voilà. Normalement, vous devrez voir cette slide qui s'apparaît. On a eu donc les résultats suivants. En tête, avec un score de 28,6%, la CDU-CSU, suivi ensuite du parti donc de l'AfD, donc Alternative Deutschland, avec 20,8%, suivi ensuite donc du SPD à 16,4%, suivi également donc des Verts à 11,6% et de Die Linke à 8,6%, sachant que on a deux partis qui se sont approchés de la barre des 5% pour entrer au Bundestag, à savoir le FDP, qui est à nouveau exclu du Bundestag. C'est la deuxième fois que donc ceci arrive après donc les élections qui a eu lieu donc en 2013, et également un autre parti qui est un nouveau parti, mais qui n'a pas réussi à atteindre donc la barre fatidique des 5% pour entrer au Parlement, le parti de Sarah Wagenknecht, qui a fait 4,97%. Donc voilà le résultat de ces élections, où au final, donc, on a désormais 5 partis représentés au Bundestag, techniquement 6, puisque CDU et CSU ne sont pas tout à fait le même parti. Donc c'est dans ce cas de figure-là que l'on va avoir nos échanges aujourd'hui. Pour en revenir donc donc, la présentation de cette table ronde. L'objectif de celle-ci donc, est bien évidemment donc, d'analyser les différents points de ces élections. Et pour ce faire, je vais maintenant passer la parole à Denis Dumas, mais avant, présenter naturellement ce dernier. Donc, Denis Dumas est membre du CCEAE, il est né à Québec, il a étudié à l'Université Laval, puis en République fédérale d'Allemagne, où il a obtenu un doctorat en philosophie à l'Université de Francfort. Il a été professeur au département de philosophie de l'Université d'Ottawa de 1991 à 2020 et il consacre maintenant son travail à la traduction littéraire de l'allemand vers le français ainsi qu'à la culture et à la politique allemande. Il a d'ailleurs publié en 2023 la traduction du premier roman de Verena Kessler intitulé Les fantômes de Demmin aux éditions Actes Sud. Je laisse maintenant la parole à Denis Dumas et je vous souhaite donc d'excellents échanges sur le sujet. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci à Laurent Borzillo, Aurélie Dôme et aux institutions qui ont organisé cette table ronde. Je souhaite la bienvenue également aux auditeurs et aux auditrices qui se joignent à nous en ligne. J'aimerais d'abord vous présenter les intervenants et les intervenantes qui ont accepté généreusement de se joindre à nous aujourd'hui. Toutes ces personnes seront d'accord, je pense, pour que je limite ma présentation à quelques éléments essentiels de leur parcours en laissant de côté la longue liste de leurs réalisations. Madame Susanne Hachi-Glesius, diplomate de carrière, est consul général d'Allemagne à Montréal depuis 2021.
Elle a étudié aux universités de Trèves et de Washington, devenant ensuite professeure en sciences politiques à l'université de Trèves. Elle a occupé divers postes dans les domaines de la politique internationale et du développement du personnel au ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne. Frau Generalkonsulin, herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit und willkommen. Monsieur Karim Fertik est maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Strasbourg et membre junior de l'Institut universitaire de France. Il est également directeur adjoint du Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne à Paris et référent scientifique à la Maison interdisciplinaire de sciences de l'homme à Strasbourg. Spécialiste d'histoire sociale des idées politiques, il est titulaire d'un doctorat de sciences sociales de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Ses recherches actuelles portent sur l'internationalisation du droit social après 1945. Madame Marie Carpata, juriste de formation, a travaillé dans des organisations non gouvernementales et internationales. Elle est depuis 2020 chercheuse au Comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales, IFRI. Elle travaille en particulier sur l'Union européenne et la politique étrangère de la France et de l'Allemagne. Ses domaines d'expertise incluent notamment les relations de l'Allemagne et de l'Union européenne avec la Chine, les relations internationales de l'Union européenne, le multilatéralisme et la politique industrielle. Monsieur Christian Leprecht est professeur au département de sciences politiques et d'économie du Collège militaire royal et directeur de l'Institut des relations intergouvernementales à l'École d'études politiques de l'Université Queen's. Expert en sécurité et en défense, en démographie politique, en fédéralisme comparé et en gouvernance multiniveau, il a occupé de nombreux postes de professeur invité en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Il intervient fréquemment dans les médias canadiens et internationaux. Monsieur Daniel Stockemer est professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et est titulaire de la chaire de recherche Konrad Adenauer en études empiriques sur la démocratie. Ses principaux intérêts de recherche portent sur la participation politique, la représentation politique, le populisme et finalement les méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. Il occupe de nombreuses fonctions éditoriales, étant notamment le directeur de la International Political Science Review et directeur de la série Electoral Politics chez l'éditeur Springer Books. Si vous me le permettez, je prendrai environ 5 minutes et pas plus pour mettre en place quelques points de repère essentiels à la compréhension de notre discussion au profit des gens qui nous écoutent sans être eux-mêmes des experts de la politique allemande. Comme vous le voyez, notre table ronde s'intitule Entre Zeitenwende et Révolution, analyse des élections allemandes. L'expression Zeitenwende, qu'on peut traduire par changement d'époque, a été utilisée par le chancelier Olaf Scholz au Parlement, le Bundestag, le 27 février 2022, 3 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Scholz y annonça la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros destiné à augmenter les dépenses militaires de son pays. Zeitenwende, l'Allemagne entrait dans une nouvelle époque. La coalition tripartite formant le gouvernement après les élections de 2021 regroupait les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Une crise politique a mené à sa rupture en novembre dernier, puis à la chute du gouvernement dirigé par le chancelier Olaf Scholz en décembre, ce qui a provoqué les élections du 23 février dernier, normalement prévues pour septembre. Le Parlement sortant était encore souverain jusqu'à la séance constituante du nouveau Parlement qui a lieu aujourd'hui même à Berlin. Le leader des conservateurs et fort probablement
futur chancelier Friedrich Merz, a fait siéger la semaine dernière ce Parlement sortant ainsi que le Conseil fédéral pour modifier, avec une majorité des 2 tiers, la loi fondamentale du pays et faire adopter un paquet législatif constitué d'un fonds spécial de 500 milliards d'euros destiné aux infrastructures et à l'environnement, en plus d'un assouplissement du frein à l'endettement permettant d'investir massivement, sans limite préétablie, dans le budget de la défense. Une véritable révolution au pays de la rigueur budgétaire. Voilà en gros la situation actuelle. De la Zeitenwende de février 2022, en passant par les élections de février 2025, après l'arrivée du président Trump aux États-Unis, jusqu'à la révolution budgétaire de la semaine dernière, au moment où un nouveau Parlement entre en fonction en Allemagne, lequel sera très bientôt suivi d'un nouveau gouvernement. Qu'en pensez-vous? Je crois que ça mérite une bonne discussion. Je me tourne maintenant vers nos expertes et nos experts pour aborder les 3 questions suivantes. D'abord, quel bilan tirer de la législature 2021-2025 et de la première véritable coalition tripartite de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne? Deuxièmement, quels furent les principaux enjeux et clivages de la campagne électorale de 2025 et que révèlent les résultats du scrutin? Troisièmement, quel avenir pour l'Allemagne après les élections? Donc, bilan de l'ancien gouvernement, analyse des élections et que nous réserve l'avenir. Nous commençons donc avec cette première question, le bilan de la législature 2021-2025. Euh, J'inviterai peut-être Madame Suzanne Hachi à ouvrir la discussion avec son point de vue sur ce bilan du gouvernement précédent. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Euh, euh, Peut-être je commence un peu. J'ai une rôle qui est un peu particulière en comparaison avec les autres panélistes, car je suis représentante du gouvernement allemand, de l'Allemagne, et donc du gouvernement. Donc, ça me donne normalement le rôle d'expliquer les politiques du gouvernement. Donc, les évaluations personnelles ne sont pas faites en ce fonctionne-là. Ça, c'est peut-être une différence que je voulais mentionner avant de commencer. Mais quand même, il y a plein à dire à ce sujet-là, j'imagine. Je vais seulement toucher sur plusieurs aspects dont je trouve importants et on va voir avec la discussion où on veut aller. J'imagine on peut discuter plus de presque toutes les questions. Donc, je vais vraiment toucher sur quelques points. Donc, je crois vraiment, vous avez parlé d'une révolution, mais vraiment la caractéristique, pardonnez-moi, vraiment des années passées, c'était vraiment la guerre russe contre l'Ukraine, car il faut le stresser vraiment. Le gouvernement passé avait justement commencé ses travaux. C'était le 8 décembre 21 et 2 mois après, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a commencé. Donc ça, c'est vraiment la plus grande caractéristique. C'est un mot difficile pour moi. Pour vraiment le gouvernement. Et donc, vous avez déjà mentionné le changement d'époque. Si on regarde cette guerre et la réaction aux guerres au centre de notre gouvernement passé, c'est vraiment aussi où on peut voir
je crois, les succès du gouvernement, car on avait ce changement d'époque, on a changé sa perspective sur la politique de sécurité et défense. Peut-être pas dans une façon pleine. Ça c'est peut-être quelque chose à discuter, mais on a commencé, on a obtenu les 2% du GDP pour les dépenses sur la défense aussi, et on a aussi réorienté l'économie de cette façon qu'on a vraiment complètement changé l'approvisionnement en énergie, car on avait dépendant, il faut le dire, de la Russie en ce qui concerne l'énergie. Ça faisait 55% de notre gaz naturel qu'on a obtenu jusqu'au début de la guerre de la Russie. Et pendant plusieurs mois seulement, on a complètement changé ces chaînes d'approvisionnement. C'était une grande tâche qui a aussi trouvé la solidarité de la population à ce moment-là. Mais aussi, au même moment, il faut le dire, il y a aussi des échecs, particulièrement que la population avait une impression, une perception d'être en crise. Pendant toutes les années, l'économie n'a pas grandi. On avait du stagnation ou de récession même, mais c'était aussi la perception, je crois, de la population qu'on était en crise permanente. Et je crois que ça, ce sont aussi les thèmes pour la campagne électorale et aussi le résultat des élections. Ce sentiment de crise-là a vraiment influencé la campagne et les résultats-là. Et ce qu'on peut constater en ce qui concerne les élections, c'est vraiment une polarisation croissante dans la population. Denis l'avait mentionné, l'AfD, un parti en partie clairement d'extrême droite a gagné et a obtenu plus que 20%. Évidemment, le parti était au Bundestag, faisait partie du Bundestag avant déjà, mais pas de cette forme-là. Donc, cette polarisation, c'est vraiment, je crois, le plus grand résultat des élections. Et ça, c'est en connexion avec deux petits points. Et une, c'est vraiment qu'on a une véritable séparation entre l'Est et le Ouest. L'AfD qui a presque gagné tout de l'Est de l'Allemagne. Et aussi, et ça c'est peut-être même plus important, mais j'aimerais entendre ce que les autres experts peuvent dire, mais l'autre phénomène, c'est vraiment que les partis établis sont été élus par les plus aînés. Les plus jeunes ont plus voté pour les marges, aussi pour les Linke, le parti gauche, mais aussi évidemment avec 20% pour l'AfD, mais c'est vraiment, on peut voir une plus grande polarisation entre les jeunes. Et ça, je trouve, c'est alarmant et très important pour les partis établis. Les partis bien établis sont maintenant presque forcés d'avoir un succès avec leurs négociations de coalition. Car il n'y a pas d'alternative stable. Maintenant, je suis confidente que ça va
bien aller, on va former une coalition, mais la question vraiment serait si les partis peuvent vraiment convaincre la population que ça, c'est la bonne stratégie. Dernier mot peut-être pour si on regarde l'avenir. Là, pour moi, la chose qui est la plus déterminante, c'est vraiment la politique étrangère, le futur là, donc, la concentration sur l'Europe, cette révolution, comme vous avez dit, avec la freine de dette, mais qui on a changé dans les lois fondamentales, mais aussi les idées pour le réarmement de l'Europe, qui sont une nécessité, évidemment, dans ces circonstances géopolitiques, mais ça va être vraiment aussi la question de succès ou échec pour le nouveau gouvernement et aussi pour l'Europe, je voudrais dire. Je ne suis pas sûre si vous vouliez avoir des autres aspects, mais je laisse là mes mots là et on peut revenir sur ça après avoir entendu vos experts. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Je laisse la parole aux autres intervenants qui voudraient commenter là-dessus sur notre première question. Oui, Marie, je crois que Oui, oui, votre avec microphone est plaisir. ouvert. On Bonjour vous entend. bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit également. Donc, je pense que le contrat de coalition qu'on a vu en 2021 est un contrat de coalition qui était axé sur le mot d'ordre oser le progrès, Fortschritt wagen, donc véritablement en fait la transition verte, la transition écologique, la transition numérique, moderniser les infrastructures. Comme on le sait, les infrastructures en Allemagne sont assez vétustes si on regarde du côté des écoles, des hôpitaux, de la télécommunication, mais également du transport ferroviaire, routier, etc. Et finalement, comme Madame la consul générale l'a également dit, ce contrat de coalition a été mis dans un tiroir une fois la guerre en Ukraine ayant éclaté en 2022 avec le fameux discours de la Zeitenwende, le changement d'époque, le 27 février 2022. Et donc effectivement, c'est une remise en question de l'ADN allemand, c'est-à-dire on prend conscience que le monde d'aujourd'hui ne sera pas, enfin, n'est pas le monde d'hier. C'est-à-dire qu'on fait face à un retour de la réelle politique, une politique des grandes puissances et des zones d'influence. Et donc, l'Allemagne a beaucoup bénéficié dans les décennies passées, donc des dividendes de la paix, beaucoup bénéficié de la mondialisation. Et aujourd'hui, donc, c'est une véritable remise en question. Donc, sur le plan de la sécurité et de la défense, vous avez évoqué le fait que l'Allemagne ait porté ses dépenses en matière de défense à 2% du PIB, qu'il y a ce fameux fonds spécial pour moderniser la Bundeswehr de 100 milliards d'euros. L'Allemagne a également livré des armes à l'Ukraine, hein, un territoire en guerre, ce qui était un tabou absolu, hein, puisque bon, il y avait déjà une première entorse lorsque l'Allemagne avait livré des armes aux Kurdes contre l'État islamique, mais effectivement, il y a beaucoup de réticence de l'Allemagne, il y a une culture de la retenue sur l'outil militaire, et l'Allemagne aujourd'hui est devenue le deuxième soutien militaire à l'Ukraine après les États-Unis. Euh, Après, sur le plan de l'énergie, on l'a mentionné, il y a la question de la résilience énergétique qui évidemment euh, a été très importante. Madame la consul l'a évoqué. 55% des importations gazières provenaient de Russie lorsque la guerre a éclaté. Et en temps record, l'Allemagne finalement a réussi à se tourner vers de nouveaux fournisseurs, notamment pour le gaz naturel liquéfié. Elle a construit des terminaux de gaz naturel liquéfié, les centrales à charbon, il y a encore des centrales à charbon qui a été ouvertes, la durée de vie des centrales nucléaires a été également prolongée. Et en même temps, on a aussi développé les énergies renouvelables, alors que nombreuses ont été les voix qui, lorsque la guerre a été déclenchée, disaient que finalement il allait potentiellement y avoir des blackouts et que les ménages et les entreprises allaient souffrir du découplage par rapport à la Russie sur le plan énergétique.
Et finalement, il y a une remise en question du modèle économique allemand, et donc cette résilience économique va jouer un rôle également, la volonté de réduire la vulnérabilité et la dépendance par rapport à d'autres puissances. On s'est rendu compte que cette doctrine du Wandel durch Handel, le changement à travers le commerce, eh bien, arrive à ses limites, qu'il faut diversifier ses sources d'approvisionnement, et c'est aussi un enseignement tiré par rapport à la dépendance, la surdépendance par rapport à la Russie, et un enseignement qu'on va essayer aussi de répercuter sur la Chine, puisque comme vous le savez, l'Allemagne est dépendante en termes de minerais, en terres rares et en minerais critiques par rapport à la Chine, mais la Chine représente également un important débouché en matière pour l'industrie automobile et l'industrie chimique, par exemple. Donc, en tout cas, il y a ce bouleversement très important de l'Allemagne. Et alors, pour ce qui est donc des succès de l'Allemagne, ben, je dirais que, ou de la coalition feu tricolore, effectivement, on a cette résilience qui est très importante sur le plan énergétique, alors que vraiment, il y avait une grosse remise en question sur le plan de l'approvisionnement énergétique. En même temps, la coalition feu tricolore a aussi mis en œuvre un certain nombre de mesures sociales, le Bürgergeld, donc une prestation sociale pour les personnes les plus démunies, mais également le salaire minimum qui a été porté à 12 euros de l'heure. Donc voilà un certain nombre d'aspects qui certainement sont à mettre sur le compte de la coalition feu tricolore. Maintenant, si on veut parler également des aspects qui ont un peu moins bien fonctionné, je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques au sein de l'Union européenne par rapport à l'Allemagne, qu'elle ait fait cavalier seule. Je pense notamment au fameux Doppelwumms, les 200 milliards d'euros pour amortir les chocs de la guerre en Ukraine sur le plan social et économique. Donc, avec une Allemagne qui a injecté beaucoup d'argent dans ses ménages et dans ses entreprises. Il faut savoir qu'effectivement, notamment les industries énergivores ont été beaucoup touchées et impactées par les effets négatifs de la guerre en Ukraine et la hausse des coûts énergétiques. Cette mesure de 200 milliards d'euros n'a pas été finalement discutée avec les autres pays européens lorsque cette décision a été prise. De la même manière, il y a eu toute une discussion autour des achats de gaz en commun, où l'Allemagne était d'abord réticente d'acheter du gaz en commun, ce qui évidemment est important pour les plus petits pays de l'Union européenne qui n'ont pas la même marge de négociation que l'Allemagne. Au final, l'Allemagne s'est aussi rangée de ce côté-là. Ce qu'on peut également dire, c'est qu'il y a, du point de vue français, je dirais, une vision que ce Zeitenwende, ce changement d'époque, était finalement très transatlantique. Finalement, Olaf Scholz et Joe Biden se sont beaucoup accordés entre eux, entendus entre eux, à la fois sur la perception de la menace russe et de la guerre en Ukraine, ne pas franchir des lignes rouges, ne pas laisser escalader le conflit, euh, et en même temps aussi sur la livraison d'armes. Par exemple, les chars Léopard ont été livrés et ça a été conditionné à la livraison par les États-Unis des chars Abrams. Les blindés Marder ont été livrés lorsque les blindés Bradley ont été livrés. Donc il y a eu cette impression que les États-Unis et l'Allemagne concordaient, mais peut-être au détriment de décisions prises à l'échelle européenne. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des problématiques relatives à la coalition elle-même. On l'a dit, il y avait le SPD, les Verts et le FDP. Donc, c'est trois partis avec des intérêts diamétralement opposés. En tout cas, d'un côté SPD et Verts et de l'autre FDP. Donc, on voit bien que d'une part, il y avait une volonté d'injecter beaucoup d'argent pour la modernisation et de l'autre côté, une volonté de miser sur l'orthodoxie budgétaire et ce frein à la dette dont vous avez parlé. Et donc, effectivement, même à l'échelle européenne, ça a eu des conséquences avec ce qu'on appelle le German vote. À un certain moment, il n'y a pas eu de point d'accord entre les différents partis du gouvernement. Et donc, l'Allemagne a dû s'abstenir à l'échelle européenne ou alors a imposé des exemptions à la dernière minute alors que des textes avaient été négociés longuement entre les différents partenaires européens. Donc, finalement, ça a aussi participé au fait que l'Allemagne était perçue comme étant imprévisible par d'autres partenaires européens. Voilà peut-être pour faire le point sur ses succès, mais également sur ses échecs relatifs. Et comme Madame la consul l'a déjà évoqué,
On est aussi dans une situation où, sur le plan économique, pour l'Allemagne, c'est compliqué en ce moment, avec une deuxième année de récession consécutive en 2024, avec un recul des investissements, un recul de la production industrielle depuis 2018, avec une industrie énergivore qui est fortement impactée négativement par les effets de la guerre en Ukraine. Et puis, effectivement, l'industrie automobile qui fait la fierté de l'Allemagne, qui est aussi à la peine. Donc voilà l'atmosphère un peu en Allemagne et dans laquelle s'inscrit ces élections législatives. Merci beaucoup, Marie. Euh, Vos deux interventions font un excellent résumé, je crois, du gouvernement précédent. Je vous propose de passer tout de suite à la deuxième question, parce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'à la fin de cette table ronde, nous allons prendre quelques questions par écrit de la part des gens, des auditeurs et des auditrices qui se joignent à nous en ligne. Donc, considérant le temps qui file déjà rapidement, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième question, si ça vous convient. Alors, les élections de 2025. Quels furent les principaux enjeux et clivages de la campagne électorale de 2025 et que révèlent les résultats du scrutin? Je propose peut-être de commencer avec une sous-question qui est incluse dans celle-là et qui concerne la progression simultanée de l'AfD et de la gauche, des Linke. Euh, Suzanne, tout à l'heure, vous avez mentionné un effet de polarisation. Je demanderais peut-être à Karim, je crois, je crois que Karim a particulièrement travaillé sur ces questions de polarisation politique. Karim, est-ce que vous voudriez commencer la discussion de la deuxième question sur ce point-là? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, beaucoup et puis bonjour à tout le monde. Alors, sur la question, en fait, la question de la progression de la FD a été la question probablement la plus débattue et la plus scrutée du côté des partenaires de l'Allemagne et de ce côté-ci du Rhin en particulier, en France. Et moi, je suis à Strasbourg, donc je suis vraiment à côté du Rhin. Cette progression, la progression de l'AfD, elle est effectivement importante, hein. En 2013, l'AfD ne passait pas la barre des 5%, hein, qui n'est pas une barre symbolique, mais qui est le seuil pour intégrer le Bundestag. En 2017, elle était à 13%. En 2021, elle était revenue à 10%. Et là, en 2025, donc, son résultat électoral a doublé. Et de l'autre côté, Die Linke est revenu, on peut dire, à son point haut du début des années 2000, où elle faisait déjà autour de 10%, et donc elle a remonté, ce qui était une surprise, surtout eu égard au sondage qui laissait supposer que peut-être Die Linke ne dépasserait pas le seuil des 5%. Et à ça, il faut ajouter aussi le parti dont Laurent a parlé tout à l'heure, hein, le Sarah Wagenknecht, qui a frôlé la barre des 5% à cette élection. Donc ça, c'est un peu si on veut, les surprises, ou en tout cas les écarts importants qui ont fait l'objet de beaucoup, beaucoup de commentaires. Ce qu'on peut dire du côté de l'AfD et de Die Linke, c'est que, alors ça va pas rassurer les Allemands, mais que l'Allemagne, elle devient européenne. C'est-à-dire que elle a, d'une certaine manière, sa droite populiste, ou son extrême droite atteint des niveaux qu'elle atteint déjà dans d'autres pays, voire d'autres pays ont des niveaux plus importants, et ce qui dans la science politique par des gens comme Hans-Peter Krisi ou ou Pierre Martin est souvent étudié autour de la constitution d'un nouveau clivage lié à la mondialisation avec une opposition entre des gens plus ouverts ou des électeurs plus ouverts qu'on appelle souvent cosmopolites, mais qui en tout cas ont une forme
vivent positivement la mondialisation et puis d'autres électeurs qui se crispent ou en tout cas ont une perception plus identitaire et qui parfois aussi sont simplement des perdants de la mondialisation. Alors, dans cette élection, ce qui est, à mon avis, important, c'est d'abord de noter la spécificité des enjeux qui ont pu y être portés. Alors, on en a mentionné un certain nombre. Il faut aussi dire que ce qu'on a vu, c'est un peu l'ouverture de ce qu'on pourrait appeler la fenêtre d'Overton du débat public en Allemagne. C'est-à-dire que les questions identitaires, les questions liées à l'immigration, voire d'une certaine manière, parce que l'AfD est un parti extrêmement idéologisé de ce point de vue, presque des points de vue suprémacistes, en fait, ont fait leur entrée dans la conversation publique en Allemagne et qu'elles s'y sont installées. Et ça vaut bien entendu pour l'AfD, mais on a vu également des reprises de discours sur l'immigration par le Bündnis Sarah Wagenknecht et puis aussi autour des partis de l'Union, de la CDU et de la CSU, ce qui a à certains moments de l'élection pu constituer des formes de surprise. Et on peut dire que ces enjeux, d'une certaine manière, ils vont être importants parce que ils ont toujours tendance à renforcer les partis qui sont considérés comme les propriétaires de ces enjeux, les partis qui les ont mis sur le débat public. Et à conduire à une surmobilisation de leurs électorats. Donc c'est le cas de l'AfD hein, qui a mobilisé son électorat traditionnel, mais qui a réussi également à mobiliser presque 2 millions d'abstentionnistes autour de ces questions-là. À ça s'ajoutent aussi des phénomènes de panique morale autour d'un certain nombre d'événements, l'attaque à la voiture bélier hein, qu'on a initialement décrite comme un attentat qui était plutôt le fait à Mannheim en février, qui est plutôt le fait d'un déséquilibré, mais ces phénomènes de panique morale jouent aussi un rôle dans la dynamique électorale. Et du coup, ce phénomène-là, il va jouer aussi en faveur de BSV. Et à l'inverse, il va aussi jouer en faveur de Die Linke, qui va, elle, jouer la carte de l'ouverture et qui va donc réussir à mobiliser un ensemble d'électorats, et ça a déjà été dit, j'y reviendrai un peu plus tard, jeunes et féminins, en faveur de ces candidats. Le deuxième point, et je vais aller assez vite là-dessus, c'est qu'il y a des enjeux, mais qu'il y a aussi des clivages en fait qu'on peut voir hein, dans la sociologie électorale de l'Allemagne. Le clivage Est-Ouest, il a bien sûr été noté hein, dans la plupart des Länder à l'Est. L'AfD va prendre l'essentiel, sinon l'intégralité des mandats directs, donc va être en première position dans beaucoup de circonscriptions à l'Est. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nulle part, dans aucun Länder, sauf à Hambourg, l'AfD n'est en dessous du seuil de 15%. Donc c'est extrêmement important et que l'Est est beaucoup moins peuplé que l'Ouest et que donc en fait c'est l'Ouest qui fournit le plus d'électeurs à l'AfD. Si vous voulez, la Bavière ou la Rhénanie du Nord, c'est 1,5 million d'électeurs pour l'AfD et la Thuringe, malgré les 40% des votes que l'AfD réunit, c'est 500 000 électeurs. Donc il y a quand même, il faut pas caricaturer les positions. L'AfD, elle a aussi des socles à l'Est. Ce que les sociologues allemands ou les politistes allemands notent aussi, c'est qu'il y a un effet de halo. Ce sont généralement pas les circonscriptions où il y a le plus d'immigrés où l'AfD fait les meilleurs scores. Donc ça aussi, il n'y a pas de corrélation entre la part de l'immigration dans une circonscription et la part de l'AfD.
Et je pense que par rapport aux gens qui en fait comparent l'AfD au Rassemblement national, il faut signaler une grande différence. C'est que le Rassemblement national a été pendant l'essentiel de son histoire un parti de papier, c'est-à-dire un parti qui n'avait pas de vraie bureaucratie, pas de vrais militants. C'était un parti qui existait pour l'essentiel dans les discours qu'on faisait sur lui, dans sa présence médiatique, alors que l'AfD, elle est forte aussi à des endroits où il y a des militants. Des militants où on reconnaît, si vous voulez, un certain nombre de circonscriptions qui étaient des circonscriptions de force du militantisme néo-nazi, etc. Avec aussi, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est préoccupant, une violence d'extrême droite qui est quand même extrêmement forte en Allemagne avec plusieurs milliers d'attaques d'attaques violentes de la part de l'extrême droite. Donc ça donc il y a des lieux quand même où l'AfD est implantée, y compris avec des militants. Ce que la science politique va trouver aussi particulièrement intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est une forme de découplage genré et générationnel en matière de vote en Allemagne. L'AfD, on a dit, voilà, elle a attiré beaucoup de jeunes, mais en fait pas plus que la moyenne. Donc il y a pas, les jeunes ont voté autant pour l'AfD que la moyenne des Allemands. En revanche, le vote des jeunes, il s'est porté de manière très faible vers les partis de gouvernement, le SPD, la CDU ou les Verts, hein, qui recueillent tous autour de 10% de l'électorat jeune. Et le parti le plus important pour les 18-24 ans, c'est, de manière étonnante, hein, Die Linke, euh, qui recueille 26% de cet électorat et 27% des voix de ceux qui votent pour la première fois. Et ça, en fait, ce score-là, il est porté essentiellement par les jeunes Allemandes. Et ce qu'on remarque en Allemagne, c'est que plus un parti est à gauche, plus son électorat est féminin. Euh, euh, et que pour les Allemandes de 18 à 24 ans, leur choix s'est porté à peu près à 35% vers Die Linke et à 7% vers BSV. Donc il y a un écart important. La science politique, en fait, va expliquer cet écart entre les hommes et les femmes par ce qu'elle appelle le cultural backlash, c'est-à-dire il y a eu une transformation culturelle vers plus d'ouverture, plus d'égalité, qui est un trend qui est ininterrompu de génération en génération depuis les années 1970, hein, ce qu'on appelle souvent la révolution post-matérialiste, etc. Et en fait, dans les années 1980, à partir des années 1990, on voit ce trend se ralentir pour les jeunes hommes et s'accélérer pour les jeunes femmes qui sont de plus en plus sensibles en fait aux questions simplement qui ont trait à l'égalité. En ce qui concerne les personnes les plus âgées, qui sont quand même aussi extrêmement importantes, ce qu'il faut dire, c'est qu'elles ont un comportement qui est stable et qui se porte de manière très normale, d'une certaine manière, vers les Volksparteien ou les partis qui sont les partis les plus traditionnels du champ politique allemand. Voilà, c'est quelques remarques pour ouvrir. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci. Merci beaucoup, Karim. Pour continuer l'exploration de notre deuxième groupe de questions sur les résultats de l'élection, j'aimerais demander à Daniel Stockhammer, qui a beaucoup travaillé sur les questions de démocratie et de représentation politique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du résultat obtenu par les conservateurs? D'une part, ils ont un peu plus de 4% de plus qu'aux élections précédentes. Malgré tout, ils ont un résultat d'à peu près 28,5%, alors qu'ils espéraient se rendre peut-être à 32%. Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est quelque chose entre les deux? Comment interpréter ce résultat des conservateurs, donc les conservateurs de Merz et des Bavarois qui forment ensemble l'Union? Et si vous voulez, vous pouvez également peut-être commenter sur
la montée étonnante du parti La Gauche, Die Linke, avec plus de 8 alors que l'automne dernier, on pensait qu'il n'entrerait pas au Parlement, qu'il serait en deçà de 5 et le SPD a eu une diminution de plus de 9 points également. Donc, il y a eu des mouvements très importants. On peut peut-être commencer avec les conservateurs, si vous voulez, Ouais. Daniel, et je crois que vous vouliez vous exprimer en anglais, ce qui est tout Je à pense que fait c'est un peu plus facile acceptable pour moi aussi. d'exprimer en anglais, alors je vais surtout avec Allez-y, je vous en prie. des termes spécifiques. Okay, so I think what we first need to look at, there was a 20-point loss by the three governing parties, which is relatively unseen in the German spectrum. And only out of these 20%, only 4% went to the CDU. So in this regard, I would not consider this a success. I would consider this, I mean, and they were hoping, in my opinion, 30 plus and even 35. And so I think, and if you look generally, that was the worst result of the two main parties, the SPD and the CDU in the history of Germany after the Second World War. And so what it shows us that the center parties, in particular, because also the two smaller center parties, the Green Party and the Free Democrats, also lost votes. So it's it goes into this theme of polarization. The middle parties have lost, and I would say all of them. I mean, and what's also telling is if the BSW, this Bündnis Sarah Wagenknecht, would have made it into parliament, and it was a couple thousand votes, we would have need three parties to form a coalition. So I think these are very, very concerning signs. And I think it is I mean, maybe, because I want to also add a little bit what my previous panelist said, it's very concerning. And the idea in Germany is like, Germany has no clear leading role in Europe. They have no clear position in Ukraine. There's no economic growth. There's complete crisis mode, and people have lost trust in politicians. And they thought Scholz was a weak chancellor. And then Merz comes, and this is, I think, also very, very disappointing. Goes on in the campaign and says, "No, we'll keep the debt ceiling in place." And the first thing he does, it's not a question if it's the right thing or not. I mean, I think it's the right thing to do, but voters are fed up. The first thing he does, he takes on $500 billion of new debt. So I think there is a crisis of confidence, and the parties at the center, including the CDU, have felt this. And I think this crisis of confidence and high dissatisfaction with the governing parties, but also with the main opposition. It was not that Merz was like super popular and everybody said, "Oh yeah, we want Merz to go now." It was like the lesser evil for a lot. So I think the center parties, it's 5 before 12. And we need to be aware of this. And I think we need to be aware of this. I mean, if this continues, next election might end into maybe not even the center parties have a majority. So I think there's a crisis of trust. We need to gain the trust back. There's especially a crisis of trust among the young people. I mean, the young people are socialized in this populist wave that's going on everywhere. They're socialized in social media. They don't have clear political ideologies anymore. I mean, we could also see the vote switch was the strongest among the young people. And they are not the people that are supportive of these center parties right now. And so so it is time. I mean, I would say that the next government has a very high responsibility. And I mean, it's also in the perception of the people. They are not allowed to fail. If they fail again, as did the previous government, in the perception of a lot of people, and people vote based on perceptions. People don't necessarily vote based on facts. But if in the perception this next government fails as well, then we might have the extremes, be it the AfD or be it, I mean, the Linke for me is like a soft populist version, and the BSW, we don't know what happened, but there might be an explosion of these extremes even more. So I think it's very, very important that we are aware that this should be a warning sign, and we cannot continue as before. I mean, people expect different, I mean, also I would say a more honest politics. You cannot go, and I was super disappointed about Friedrich Merz, that
you say one thing in the campaign, and the first thing you're elected, you do something else. So I think it is very, very important that, I mean, there, or whoever forms, I mean, the two, the SPD and the CDU, that they are aware that they have a very strong role to fulfill, and their mandate is to gain trust and to, I mean, to bring Germany, I would say, in the perception of a lot of people on a different track, that really distrust in democracy reappears. And I maybe stop it as such. But for me, it's really, we need to be very much aware that if things don't change in the perception of people, we might have soon US or other. I mean, in France, I would say it's the same, but it's really an urgent situation. So I think, and I think that's what I wanted to bring in the discussion. Thank you. Merci beaucoup, Daniel. Je crois que votre intervention nous permet de faire une transition parfaite de la deuxième à la troisième question, c'est-à-dire maintenant, quel avenir pour l'Allemagne? Je commencerai peut-être en demandant à Christian Leprecht, qui est spécialiste de toutes les questions entourant la défense, justement, de nous donner son point de vue sur la situation actuelle et ce qui attend le prochain gouvernement à cet égard-là, bien entendu, considérant la guerre en Ukraine, la situation imprévisible de l'OTAN à cause du président Trump, le projet de réarmement pour que les pays de l'Europe deviennent de plus en plus autonomes. Christian, on aimerait vous entendre là-dessus. D'abord, je remercie les autres collègues pour les aperçus très perceptifs et je vais ferai un peu la synthèse pour voir où l'Allemagne et l'Europe sont en train de s'en aller. Et certainement, pour avoir une stratégie, il faut savoir quelle fin on vise, les différents moyens, les options à la disposition d'un gouvernement et des instruments étatiques pour y arriver et assurer les moyens pour implémenter ces moyens à des fins concrètes. Et donc, je partage vraiment le souci de mon collègue Daniel Stockmer en tant que la crise de la démocratie allemande et que les 4 prochaines années, si le gouvernement actuel n'est pas capable de livrer et de livrer pour les Allemands, de livrer pour l'Allemagne et de livrer pour l'Europe, au lieu de ce qu'on a vu sur 4 ans, des politiques idéologiques qui visaient une très petite partie de la population allemande, on aura une forte crise, non seulement une crise allemande en démocratie, mais une crise européenne. Parce qu'il me semble qu'une bonne partie de nos partenaires européens, ils se tournent vers l'Allemagne et le leadership de M. Merz pour l'Europe. Le leadership politique, le leadership fiscal, mais aussi un leadership sur des enjeux très controversés, tels que l'immigration. L'immigration qui est un enjeu qu'on a vu donc à travers les élections en Europe et aux États-Unis et qui est un enjeu que refuse de toucher nos leaders politiques. Donc, donc il y a des défis énormes qui nous attendent et parmi plusieurs faits, un des grands faits de la coalition qu'on a vue, c'est qu'elle ne s'est pas préparée, elle a refusé de se préparer pour un retour de l'administration Trump. Certains de nos collègues ici sont au courant d'un livre qu'a écrit mon collègue Kim Nossel, Canada Alone. Il y a d'autres collègues, Roland Paris, donc collègue de M. Stockmer, qui moi-même, qui prévoyaient ce qui va nous arriver. Et des politiciens qui ont refusé de nous préparer. Au lieu de nous préparer, de dépenser d'argent à des projets idiosyncrates, idéologiques, des projets qui ne sont pas financés, donc d'affaiblir les économies, les montées des prix et des coûts, en particulier en Allemagne, des coûts d'énergie,
qui ont fortement affaibli l'industrie allemande avec des décisions qui étaient des décisions qui étaient simplement pas durables et peut-être opportunes de façon politique. Et les résultats sont clairs, tels que nos collègues ont déjà discuté. Donc, la migration de l'électorat vers les deux côtés du spectre politique. Et je dirais de l'électorat le plus vulnérable. Donc, c'est-à-dire, bien qu'on a eu des politiques qui prétendent être des partis de gauche, qui ne se sont pas occupés des personnes qui sont les plus vulnérables en tant que statut éducation, en statut de leur boulot, en statut de leur formation. Et d'autre part, les personnes les plus vulnérables sont donc, c'est-à-dire des jeunes qui ne voient pas d'espoir avec la politique conçue de la coalition précédente. L'écho et le leg pour donc du boulot à faire pour la coalition actuelle est énorme. Il faut dire que j'ai pas vraiment beaucoup d'espoir. Oui, on va dépenser énormément de sommes d'argent, tous des argents empruntés. Il y a déjà un blocage très considérable du partenaire junior de la coalition quant à la réforme de l'économie allemande. Et malgré tout l'argent qu'on va emprunter, pas de dépenses structurées. Oui, par exemple, on parle donc des 100 milliards de dollars que le chancelier précédent, Scholz, avait apparemment dépensé sur la défense. Mais si vous regardez de proche où cet argent est allé, c'est allé pour des projets politiques. C'est pas allé pour des projets pour vraiment renforcer de façon structurelle la défense, la résilience et la durabilité de l'Allemagne. Et pour moi, c'est inconcevable. On a eu donc la plus grande perturbation du statu quo en tant que relation internationale sur 75 ans en Europe avec l'invasion de la Russie de l'Ukraine. Une faillite complète de la dissuasion stratégique de l'Allemagne, des partenaires européens et de l'OTAN. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas pu dissuader M. Poutine. La réaction stratégique aurait dû de renforcer de façon systématique la dissuasion pour signaler de façon très claire à M. Poutine que ces actions sont absolument inacceptables et inconcevables et on va faire tous pour défendre nos intérêts. Qu'est-ce que M. Scholz a fait? Il a freiné à tout prix, à tous les coins. C'est M. Scholz qui est responsable en grande partie pour le fait qu'on n'a pas livré dès le début les armes dont l'Ukraine avait nécessaires dès le premier jour pour se défendre. Imaginez-vous de façon contrefactuelle si dès le premier jour, les Alliés s'auraient mis ensemble pour livrer à l'Ukraine ce qu'il fallait. Et oui, on annonce des 100 milliards de dollars et ensuite on les dépense de façon qui ne nous positionne pas vraiment de façon optimale ni envers une potentielle future administration Trump, ni envers M. Poutine. Donc, c'est-à-dire, et nous, on s'étonne pourquoi les gens sont frustrés avec la politique menée par un gouvernement fédéral. Donc, on tire les conséquences des décisions que les gens ont fait. Et on verra si M. Merz sera en mesure de quand même forger une politique qui renforce l'économie et la position de l'Allemagne et de l'Union européenne. Et écoutez, on n'a pas beaucoup de temps. D'ici 2 ans, on aura une guerre en Europe. Monsieur Poutine ne va pas s'arrêter. Il prévoit 1,5 million de soldats dans son armée d'ici décembre 2026. Vous verrez, en 2027, on aura une invasion par un de nos partenaires des pays baltes. Et on gaspille au sein de la coalition
des discussions sur toutes sortes d'aspects discrétionnaires donc de la politique nationale et domestique, au lieu de se focaliser sur la menace très claire qui nous attend avant les prochaines élections. Il faut aussi dire que c'est énormément rare dans l'histoire moderne allemande qu'une coalition n'est pas capable de gouverner jusqu'à la fin de son mandat sans avoir une nouvelle élection. Donc, et cette coalition a abordé une réforme du système électoral qui nous apportait les résultats qu'on voyait. Une réforme qui était très mal conçue et très mal exécutée. Donc, on ne devrait pas. Donc, c'est vraiment la coalition qui nous a apporté le résultat et l'Allemagne qu'on a aujourd'hui. Et le boulot à faire, pas à sous-estimer, le boulot à faire pour M. Merz et le leadership de M. Merz. Et comme on voit déjà, il se trouve dans une situation très difficile entre un pragmatisme et un leadership qu'il devrait mener et la politique coalitionnaire et les nécessités de livrer pour des partenaires des Verts pour supporter son paquet d'empreintes et une coalition durable où on a un partenaire junior qui se clenche sur une politique de gauche qui n'est plus à l'actuel et qui n'est plus durable, mais qui correspond à ses militants. Et il me semble que, bien que je suis très critique envers l'ancienne coalition, il me semble que la plus grande opposition était ni les partenaires de coalition, ni les partis de l'opposition. La plus grande opposition est à l'intérieur du Parti social-démocrate et du parti gauche au sein du Parti social-démocrate qui n'aurait pas supporté une politique plus pragmatique de la part du chancelier qui se trouvait dans une situation impossible face à son propre parti, face à son coalition et face au parti de l'opposition. Donc, tout cela donc, en disant que la frustration qu'on voit de l'électorat allemand, ça ne vient pas de juste nulle part. Et on verra, mais moi, je ne suis pas optimiste ni pour l'Allemagne, ni pour la démocratie allemande, ni pour la stabilité de l'Europe. Et espérons le mieux et craignons le pire. Merci beaucoup, Christian, pour cette entrée en matière au sujet de la troisième question. Vous nous avez donné de lourdes raisons de ne pas être très confiant ou très optimiste. Je laisse maintenant la parole aux autres intervenants et intervenantes pour savoir si vous partagez le point de vue de Christian ou si vous avez des remarques à ajouter. Oui, peut-être une petite note que je trouve importante. Donc, de manière professionnelle, je ne suis complètement d'accord avec la caractérisation de la politique de l'Ukraine, mais c'est pas le point que je voulais bien faire. Mais c'est le point sur la population frustrée qui n'a plus de confiance dans les partis ou pas assez de confiance dans les partis établis, car ça c'est, je crois, évident. Si on a parlé de la sociologie électorale et tout ça, mais je voudrais bien stresser le point que ce sont les partis aux marges, donc l'AfD, la partie de la gauche, die Linke aussi, et aussi l'alliance Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht, qui sont très, très réticents en ce qui concerne l'armement de l'Ukraine. Seulement pour faire ça extrêmement clair, c'est absolument correct qu'il y a plusieurs
plusieurs forces entre le parti au sein du parti social-démocrate, mais c'est vraiment important de savoir aussi que soit l'AfD, soit le parti Die Linke, soit plus extrêmement le Bündnissager Wagenknecht sont en faveur d'un paix avec la Russie et pas en faveur d'une plus grande contribution de l'armement. Ça, c'est seulement pour clarifier. Je trouve ça très pertinent, particulièrement si on regarde l'avenir de l'Europe aussi. Merci, Susanna. Oui, Marie. Oui, peut-être pour rajouter à ce qui vient d'être dit, effectivement, je pense qu'au sein du SPD, on a vu qu'il y avait des tendances différentes. Et effectivement, on peut parler de Rolf Mützenich et on peut parler du fait qu'un certain nombre de personnes au sein du SPD ont voulu geler le conflit, ce qui a été évidemment aussi très critiqué dans la mesure où on y voyait une volonté d'apaisement par rapport à la Russie. Mais comme vient de l'évoquer aussi la consul générale, je pense qu'il y a aussi de la pression de la part d'un certain électorat, et notamment l'électorat de l'AfD et du Bündnisser Wagenknecht, de renouer avec la Russie sur le plan politique, économique et énergétique, parce qu'on a vu quelque part ce qui a été argumenté comme étant un effet boomerang par rapport aux sanctions qui ont été émises par l'Occident par rapport à la Russie, avec un pouvoir d'achat qui diminue en Europe et en Allemagne en particulier, une inflation qui a augmenté, les coûts énergétiques qui ont augmenté. Donc, quelque part, c'est aussi un cheminement de ligne de crête de la part du chancelier allemand. On peut rappeler qu'il a voulu se positionner comme Friedenskanzler, donc comme chancelier de la paix pendant les élections, pendant la campagne électorale. On peut mentionner l'appel téléphonique qu'il a eu avec Vladimir Poutine à la fin de l'année dernière, ce pourquoi il a aussi évidemment été critiqué, parce que que veut-on atteindre de la part de Vladimir Poutine? Peut-on véritablement compter en sa bonne foi? Il est permis d'en douter. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut avoir aussi cette vision globale des choses. Maintenant, d'un point de vue français, évidemment, on espère qu'à travers le nouveau positionnement de Friedrich Merz et de cette potentielle nouvelle coalition donc entre le CDU et le SPD, eh bien, il y ait une volonté de se tourner vers l'Europe. Et donc, on a vu que Friedrich Merz, lors des élections, a dit que voilà l'Europe doit être indépendante, elle doit être responsable, elle doit prendre ses responsabilités, elle ne peut plus compter sur les États-Unis uniquement pour sa sécurité et sa défense. Il a dit que voilà, les États-Unis finalement accordent peu d'importance au sort de l'Europe et qu'il n'est pas sûr que l'OTAN eh bien, puisse se maintenir sous sa forme actuelle jusqu'au prochain sommet de l'OTAN en juin 2025 aux Pays-Bas. Donc, c'est des mots qui sont étonnamment forts de la part d'un homme politique allemand et qui plus est d'un conservateur allemand. On sait que le lien transatlantique est évidemment très important dans le sein de la CDU. Donc, d'un point de vue français, on espère que ces évolutions côté allemand mènent à un renforcement de la base industrielle de défense européenne, avec aussi une préférence à l'achat d'armements européens. On a vu un appel du pied de Friedrich Merz aussi envers Emmanuel Macron, mais également Keir Starmer, pour réfléchir aussi à un parapluie nucléaire européen, donc à une extension des intérêts vitaux de la France. Donc c'est un débat qui avait été enclenché par Emmanuel Macron en 2024 à travers son discours à l'école de guerre, puis en 2024. Donc en tout cas, ce qu'on voit aussi à travers la stratégie nationale de sécurité allemande qui a été présentée en juin 2023, il est écrit qu'il doit y avoir effectivement une préférence pour les armements européens à condition qu'il n'y ait pas de lacune capacitaire. Et c'est là tout l'enjeu. D'un point de vue français, effectivement, la décision prise par l'Allemagne d'acheter 35 avions de combat F-35 après le déclenchement de la guerre en Ukraine a été vue avec une certaine déception, sachant que l'Allemagne, l'Espagne et la France travaillent sur le système de combat aérien du futur.
D'un point de vue allemand, il est évidemment légitime d'acheter des F-35 pour des raisons de dissuasion nucléaire et qu'on achète sur étagère alors que le SCAF, eh bien, il sera au plus tôt disponible en 2040. Mais en tout cas, on voit ces enjeux à la fois de court terme et d'urgence, des décisions de remplacer du matériel obsolète par des armes qui sont déjà disponibles, et une vision à long terme qui serait de développer une défense européenne. Donc voilà, d'un point de vue français, je pense les questions qui vont se poser. Et bon, peut-être sur une autre dimension, ce qui est une dimension plutôt économique, puisqu'on a évoqué tout à l'heure aussi le fait que l'Allemagne essaie de tirer les enseignements de sa surdépendance par rapport à la Russie, se pose la question de la diversification, évidemment, des sources d'approvisionnement et des débouchés pour l'Allemagne, pour réduire sa dépendance notamment par rapport à la Chine. Donc là-dessus, l'Allemagne compte beaucoup sur des accords commerciaux. On sait que au sein de l'Union européenne, certains pays ont le pied sur le frein. La France en fait partie. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est aussi des enjeux qui vont se poser à l'avenir pour l'Union européenne, aussi la manière dont l'Allemagne souhaite se positionner par rapport aux mécanismes de défense commerciale. Donc la France pousse beaucoup pour que l'Europe soit moins naïve par rapport à des pratiques déloyales de la concurrence de la part d'autres pays. Et on pense notamment à la Chine et notamment par rapport aux véhicules électriques chinois suite à l'enquête de la Commission européenne. Des droits de douane ont été mis en place contre les véhicules importés en provenance de Chine, les véhicules électriques. Mais on sait que l'Allemagne est très réticente par rapport à ça en raison de son exposition à l'économie chinoise. Donc voilà, je pense en tout cas un certain nombre de sujets sur lesquels il va falloir trouver un accord en européen. Une stratégie sur la sécurité économique a vu le jour à l'échelle européenne, mais tout ça est à l'état embryonnaire par rapport à ce que d'autres pays ont mis en place. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que je peux, D'autres interventions? est-ce Oui, que je peux ajouter Karim, oui. Oui, alors moi je ne suis pas spécialiste de politique étrangère, donc je vais faire une remarque. Je voudrais faire deux remarques. Une remarque qui est un peu en dehors de mon aire de spécialité et qui va peut-être apparaître un peu naïve, mais moi, de mon point de vue, la rupture en fait dans la politique étrangère et dans la politique de défense allemande, elle apparaît en fait. Euh, Plutôt en fait étonnante par sa brutalité, sa rapidité par rapport à ce que l'on connaissait. Et en sciences politiques, on a souvent cette idée que les institutions durent longtemps, qu'il y a des sentiers de dépendance, que les transformations de politique publique ou de référentiels de politique publique sont extrêmement lents. Et là, en fait, on voit un pays qui avait effectivement dans lequel il y avait des partis, qui avaient une tradition antimilitariste, mais aussi un pays qui, dans l'ensemble, avait une politique de très grande retenue dans l'usage de la force, même le fait de montrer la force à l'international et qui transforme sa politique en quelques années. Et je pense qu'en fait, enfin, si vous voulez que la France augmente son budget militaire, c'est pas une très grande rupture, ça s'est fait, etc. Je pense que pour l'Allemagne, c'est quelque chose, en tout cas, dont on peut souligner la grande nouveauté. Et après, moi, sur la question, en fait, aussi de l'avenir, moi, l'une des questions que je me pose, et j'ai aucune prétention à dire l'avenir ou à ça, mais c'est la question, on va dire, de la société multiculturelle, ou en tout cas, avec la montée de l'AfD. Il y a quelque chose en fait qui se produit et qui interroge en fait ce modèle ou ce qui est le modèle d'accueil allemand hein, qui avait fait aussi l'admiration dans les autres pays pendant un certain nombre d'années, même s'il y a eu des transformations bien entendu. Donc ça, c'est vraiment un point voilà, sur l'avenir et surtout, en fait, parce que les politistes disent très mal l'avenir, mais ils disent très bien le passé. Ce que en fait, les études de sciences politiques ont pu montrer,
c'est que ce qu'on appelle les stratégies d'accommodation avec l'extrême droite, c'est-à-dire la reprise des thèmes relatifs à l'immigration, les thèmes identitaires par des partis conservateurs, conduisent en fait le plus souvent à affaiblir les partis conservateurs au bénéfice du parti de l'extrême droite qui a une légitimité et une ancienneté sur ces thèmes-là. On peut penser aux Républicains en France, l'UMP, hein, qui était le grand parti de la droite conservatrice et qui s'est évidé progressivement, en grande partie en fait vers l'extrême droite. Et là, en fait, les travaux qui ont été menés autour de Tariq Abou Chadi sur une comparaison depuis les années 70 sur les effets des stratégies qu'on appelle d'accommodation, donc en fait enfin vont dans le sens, plaident dans le sens d'un affaiblissement des partis conservateurs et sur l'AfD. Les travaux de Heiko Wagner et de Marcel Lewandowski montrent exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est pas parce que la CDU va porter le thème de l'immigration qu'elle va en bénéficier électoralement. Au contraire, c'est l'AfD qui en bénéficie. Et là, on le voit, puisque la CDU, elle a perdu 1 million d'électeurs à l'AfD lors des dernières élections. Et donc, la question, en fait, on pourrait dire de la conversation publique, de la place de l'immigration dans la conversation publique, de la question du vivre ensemble en Allemagne, pour moi, ce sera l'un des enjeux aussi, non seulement de ce que sera la société allemande dans les années qui viennent, mais aussi de ce que seront et du destin qu'auront les grands partis de gouvernement en Allemagne. Merci, Karim. É- Écoutez, donc, je crois que les collègues ont de nouveau Christian. donc, des commentaires très perceptifs. Donc, je crois sur les dynamiques et la nuance donc, des dynamiques. Et si on se rappelle donc, de l'ancienne citation de Henry Kissinger donc, sur l'Allemagne, donc l'Allemagne qui est un pays qui est trop large pour l'Europe et trop petit pour le monde. Et je crois on se trouve dans ces sortes de tensions. On se tourne vers l'Allemagne pour, d'un part, fournir un leadership au sein de l'Europe, au sein du monde, une Allemagne qui est très réticent à prendre ce rôle du leadership, comme Karim dit, donc une Allemagne où il y a quand même une forte transformation politique et les politiciens qui sont très sensibles, donc il faut quand même légitimer cette transformation politique, en particulier transformation en défense, mais aussi donc d'autres domaines afin de ne pas perdre donc de traction avec l'électorat et en particulier avec l'électorat du centre. Donc, un acte de balance énormément difficile sous des conditions économiques très difficiles et comment dire en français, donc des trade-offs à chercher donc entre où dépenser l'argent. Dans une période d'économique difficile, forcément, il y a plus de demandes envers donc de soutien social donc de la part de l'État et d'autre part des pressions énormes en tant que je dirais, pas vraiment défense, mais dissuasion aux effets donc qu'on cherche à atteindre. Et bien que j'ai des doutes et je suis toujours réticent quant à des grandes empreintes de la part d'un gouvernement, ma question à moi, c'est si effectivement on a emprunté assez d'argent. Il me semble qu'on se trouve dans une situation où il nous faut un fonds de stabilité qui est comparable à ce qu'on a vu après la crise économique de 2008-2009, où en 2 mois, on a créé le fonds de stabilité et ensuite, on a passé des mois à voir comment l'intégrer dans les institutions européennes. Et un tel fonds de défense et sécurité pourrait juste se financer avec le soutien allemand. Il n'y a aucun autre pays qui serait capable de le faire. Et comme Daniel disait, donc cette situation très difficile d'un part le chancelier se fait attaquer donc d'emprunter des sommes incroyables, des compromis insupportables avec les Verts, avec son partenaire junior, mais d'autre part, moi je dirais pas assez d'argent.
et pas assez intégré avec une perspective européenne de ce que l'Allemand devrait faire pour renforcer l'unité européenne et la stabilité européenne. Parce que moi, je crains donc, s'il y a une invasion de Poutine d'un des pays à Baltes, il ne faut pas avoir une invasion de tout le pays. Il faut juste avoir donc une sorte de situation comme en Ukraine-Crimée, où on a une invasion donc partielle donc pour voir donc la réaction de l'OTAN. Et il me semble que la réaction de l'OTAN serait timide. Euh, Ça va briser l'OTAN. Ça sera la fin de l'OTAN. Et on aura à ce moment-là donc une Europe qui sera divisée entre une Europe qui soutient les pays baltes et une Europe donc du Sud qui s'occupe donc de la Méditerranée. Et donc il y a un manque de vision et un manque de réflexion stratégique à ce qui est en train de nous arriver d'ici 1 et 2 ans et de prendre les mesures maintenant pour renforcer l'Europe. Euh, donc, oui, mais il faut dire que aussi, euh, en répondant à Mme Carpata, donc, c'est impressionnant ce que la politique industrielle de l'Union européenne a pu faire depuis 2022-2023 en tant que défense européenne, qui est très important parce que c'est une politique majoritaire et pas une politique à l'unanime. Et une politique qui était vraiment renforcée par la France, par l'Allemagne, mais aussi par la Pologne. Et j'aimerais bien entendre mes collègues, donc d'une part sur le triangle de Weimar et le potentiel pour l'Europe au sein du triangle de Weimar, et d'autre part, donc, face aux commentaires de Karim en tant que des nuances, des perceptions extraordinaires en tant que des nuances au sein de l'électorat et des dispositions du grand public allemand, des dispositions politiques. Les avis donc de Daniel, donc comment se positionner face à la recherche empirique pour, pour atteindre, euh, pour, pour, pour que le chancelier puisse livrer pour les Allemands, y compris les Allemands les plus vulnérables, pour l'Europe, et aussi pour de plus en plus une demande donc, de leadership allemand face à la difficulté, disons, du triangle nord-américain, donc les rapports, non seulement les rapports bilatéraux transatlantiques avec Washington, mais aussi donc le rôle du Canada dans ce triangle. Merci beaucoup, Christian. J'en profite pour mentionner qu'il nous reste déjà moins de 30 minutes. Je vois que des premières questions commencent à nous parvenir. On va tenter d'en choisir deux ou trois peut-être vers la fin. Est-ce que pour l'instant, il y a d'autres interventions? Christian, ce triangle de Weimar, ça regroupe, je crois, la France, l'Allemagne et la Pologne. Est-ce que c'était... C'est ça, hein? Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu quelle fonction ça doit jouer? Donc, en capacité politique, en capacité donc de défense, en capacité économique, donc et forcément donc 3 pays qui ont un- en Allemagne il y a cette belle terme donc de Schicksalsgemeinschaft, donc une communauté donc de c'est quoi Schicksal? Donc, Madame Hachi, peut-être vous pouvez m'aider. Destin. Euh, Destin. Destin. merci, Destin. merci. Donc la communauté donc de destin. Donc, je crois cette prise de conscience croyante de ces 3 pays, que leur destin est lié de façon si proche, que malgré 3 pays qui ont des politiques et des organisations très différentes de façon nationale, de façon européenne, de façon internationale, euh, donc la réalisation et donc la nécessité absolue de se coordonner entre eux pour leur propre bien-être. Merci, Christian. En effet, je crois que le prochain chancelier Merz
aura une tâche difficile parce que il doit établir sa crédibilité, hein. Plusieurs lui reprochent d'avoir fait la campagne électorale sur la rigueur budgétaire et après avoir gagné les élections, il fait ce qu'il a toujours empêché le gouvernement précédent de faire, c'est-à-dire de s'endetter. Il y a la question de l'immigration, la question du lien à l'extrême droite. Tout de suite après l'élection, la leader de l'extrême droite, Alice Weidel, a dit à M. Merz, je vous tends la main pour former une coalition avec vous. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas capable de gérer l'immigration avec les sociaux-démocrates et dans 4 ans, on va le faire à votre place. Euh, C'était une menace dont le chancelier Merz devra tenir compte. D'autres interventions là-dessus? Je peux peut-être mentionner une question ou deux. Quelqu'un mentionne le fait justement, est-ce que après Olaf Scholz, est-ce que le prochain chancelier Merz va réellement faire changer les choses ou est-ce que ce sera encore une fois une espèce de retour en arrière et est-ce qu'on doit être plutôt pessimiste? Quelqu'un d'autre demande, je lance une deuxième question également, si la prochaine coalition, donc formée des conservateurs et des sociaux-démocrates, réussira à tenir 4 ans. Présentement, c'est la négociation du contrat de coalition et déjà, il y a beaucoup de tensions hein, sur l'immigration, sur la façon d'investir ces emprunts colossaux que l'Allemagne a fait. Donc, est-ce que ce sera une coalition viable ou est-ce qu'elle sera animée de tensions permanentes comme la précédente? Je lance peut-être ces deux questions-là pour commencer. Maybe I can start, but you know, Oui, Daniel. it's all speculation what we do here. I mean, I hope it will last, and I think there, at least to a certain degree, the parties know what they're going into, and I think they know they have an important role to play. So I have no concerns a priori that it won't last. But the question is, I mean, you know, I think we're discussing potential ways forward, but there's also so many unknowns. We don't know how the relationship with the US will develop. We don't know, for example, will there be a trade war? We also don't know about if, I mean, I'm not as skeptical as Christian, but if there's another emergency at some of the borders of the EU, if it is, we don't know how NATO would react. So I think that it's a time of many unknowns. I mean, you know, and I think it's very, very difficult to speculate what if, but I think they have an important task. It's very complex on the domestic, but also on the European side. I mean, all the questions of strategic autonomy that applies to Germany, that applies to Europe. What do we do? Do we do a European army? These are big questions will come up. How about some space defense system for Europe? Do we go under the French nuclear umbrella? I mean, these are fundamental questions. And I mean, but they're also not in a vacuum. I mean, we don't know. The international environment is so volatile, so we don't know how this will develop. So I think I feel a little uncomfortable saying, okay, they need to do this, they need to do that, they need to do that. And then the complete environment changes in a week, in a month, in 6 months, in a year. And so, and I mean, I want to also maybe move on a little on the positive side. I mean, right now we have a weird situation that the right or the extreme right is supported by Russia and by the US, it seems, by the new administration. So, but kind of that makes people a little feel uneasy. And you know, I mean, we are in Canada right now. We see this rallying around the flag effect, which is, and everybody becomes more like moderate, it seems, and people, and also more politicized. I mean, who knows? Maybe if Trump is serious about trade war, is serious about that this is another a positive side effect. So I mean, we don't know, but I would not paint everything black, nor would paint everything white. We know that the challenges are immense, but they will also be determined by what happens by these external shocks, and we don't know what these are. And so I think we should not, and that's why I don't want to like, okay, the coalition needs to do that. I mean, 4 years ago, they didn't know that there was or they didn't foresee an invasion of Ukraine. I mean, it was not in the agenda.
I mean, a year ago, everybody thought Trump would lose, or including myself. So we don't know what it's in a year. So I think we should be careful in making these big plans. I mean, to a certain degree, these external shocks, what happened, will determine what Germany, what Europe is able to do, and will also probably be determining how Germany will develop. So I think we should not, become a little bit deterministic and say, okay, here are the big challenges and this needs to be done. Yeah, sure, they are there and they're super important. But there's this uncertainty. I mean, the world is very uncertain right now. And this uncertainty will, I mean, whatever will play outside of Germany will also impact Germany and Europe. Daniel, je te dirais, donc la sagesse chinoise, si tu veux vivre en paix, tu prépares pour la guerre. Une des sagesses qu'on a vraiment oubliées. Et je dirais qu'en Europe, on est de retour des vacances de 30 ans. Et ceux entre nous qui ont grandi pendant la guerre froide et qui savent très bien l'exceptionnalité des dernières 75 ans à peu près dans l'histoire européenne, donc d'extrapoler qu'en principe tout ira bien et espérons le mieux, à mon avis, c'est une garantie pour la faillite stratégique. Au lieu donc de se rappeler de l'histoire et comment se préparer pour l'avenir qu'on cherche, et c'est ça, à mon avis, l'absence parmi nos politiciens d'une vision pour nos pays, pour nos sociétés, pour l'Europe et pour le monde dans lequel on aimerait vivre. Donc, cette politique, donc des boutiques, donc d'apaiser certains petits électorats pour gagner des votes ici et des votes là, au lieu d'avoir la vision qu'on avait après la Deuxième Guerre mondiale, on a bâti les institutions et l'Europe qu'on a aujourd'hui pas par accident, mais avec une claire stratégie de renforcer la prospérité, la démocratie et la sécurité de l'Europe. Il me semble qu'on a complètement abandonné cette vision et on fait en espoir, et on sait tous que l'espoir, ce n'est pas une méthode. Mais si je peux ajouter là aussi, je crois, je ne vois pas aussi d'une stratégie, d'une vision stratégique, malheureusement, mais au moins, et c'est peut-être en parenthèse, c'est la première fois que j'ai vécu pendant une complète période à l'extérieur de l'Allemagne d'un gouvernement. Donc, quand les élections en 2021 sont passées, j'étais déjà ici à Montréal. Donc, c'est un peu plus difficile d'avoir un vrai sentiment. Je trouve si on est à l'extérieur, mais ça en parenthèse, mais tout à fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a compris l'urgence d'agir au sein des politiciens à ce moment-là, car on se sent battu de plusieurs partis. Donc, on a aussi mentionné les États-Unis. Donc, c'est assez clair que que la conception stratégique après la Deuxième Guerre mondiale n'existe plus de cette façon-là. Et ça, on a compris au moins. Et c'est mon espoir à ce moment-là. Pas une stratégie, c'est vrai, mais qu'on va prendre cette urgence et qu'on va les changer dans des actions. Car on va avoir des chocs externes comme peut-être avec une guerre commerciale ou autre. Donc, au moins, cette urgence est quelque chose qui est très at the forefront, peut-être, et aussi, mais il faut aussi changer la perception. Je crois Daniel avait mentionné ça tout au début, mais c'est vraiment important de changer la perception pour la population pour qu'on puisse prendre la population et rebâtir sa confiance dans le système politique. Merci, Susanna. Peut-être pour ajouter Oui, juste Marie. pardon.
peux rajouter juste un point. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Christian Leuprecht tout à l'heure. Il est assez inquiétant que l'Europe ne se soit pas préparée en fait à Donald Trump. Et aujourd'hui, une question importante va être l'architecture européenne de sécurité. Et quand on voit que les États-Unis parlent avec la Russie, que Washington parle avec Moscou, Marco Rubio avec Sergei Lavrov, et que c'est visiblement à l'exclusion de l'Europe et de l'Ukraine, on voit qu'on ne pèse pas lourd. On voit, enfin, on se souvient de la scène d'humiliation de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison Blanche par Donald Trump et par J.D. Vance, suivi par en fait la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine et la suspension des services de renseignement à l'Ukraine. Et on voit que ça a des impacts concrets sur le terrain. Malheureusement, l'Europe ne pèse pas très lourd dans ce contexte-là. J'ai vu qu'il y avait une question aussi dans le chat de Gilles Francopoulou sur les questions d'industrie de la défense. Alors, je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Christian Leuprecht tout à l'heure, que des efforts ont été entrepris en matière de politique industrielle européenne et qu'il y a un rapprochement certain entre la France et l'Allemagne sur ce plan. Mais en même temps, quand on regarde l'industrie de la défense, on reste dans un domaine qui est très régalien. Et justement, quand on regarde un projet comme le SCAF, le système de combat aérien du futur, on voit aussi qu'il y a des rivalités entre les différents industriels qui sont impliqués, notamment Dassault et Airbus, ce qui rend la chose extrêmement compliquée aussi, puisque ce sont des concurrents qui ne veulent pas forcément partager la propriété intellectuelle et leurs secrets industriels. Donc, c'est un peu les limites qu'on voit. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'opérer un découplage en tant qu'Européens par rapport aux États-Unis. Il est hors de question de le faire. On a sous-traité notre défense aux États-Unis et donc il y a un certain nombre de domaines où c'est très visible. Et là, puisqu'on discute aussi, et notamment Keir Starmer et Macron parlent de la possibilité de l'envoi de troupes en Ukraine pour stabiliser un potentiel accord de paix ou de cessez-le-feu. Je veux dire, on est dépendant des strategic enablers des États-Unis, on est dépendant des États-Unis sur le plan de la logistique, du renseignement, du ravitaillement. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation très compliquée de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on soit conscient de ça. Merci, Marie. Je vois une autre question qui provient peut-être du public ou en tout cas qui est transmise par Laurent Borzillot. Quel leader pour les partis vaincus de cette élection? Lindner des libéraux s'est retiré. Habeck des Verts s'est retiré aussi. Il semble que Mme Baerbock va occuper un poste important comme présidente de l'Assemblée des Nations Unies, hein, si j'ai bien compris. Bref, et le SPD, bon, Scholz va partir. Il va y avoir un réaménagement. Il y a des critiques au sein des sociaux-démocrates, hein, parce que tout de suite après l'élection, qui a été assez catastrophique pour ce parti-là, Lars Klingbeil a pris tout de suite le contrôle du groupe parlementaire comme si ça ne posait aucun problème, lui qui était coprésident du parti avec Saskia Esken. Donc, pour les libéraux, pour les Verts, pour les sociaux-démocrates, est-ce que des changements importants à la direction devraient se produire? Moi, je dirais oui quand tu perds comme ça. Normalement, c'est mieux avec un nouveau équipe, avec des nouveaux. Ça veut aussi, j'espère, un nouveau élan, peut-être des nouvelles idées, mais il faut que ces partis-là se réinventent d'une façon ou d'une autre. Mais on verra, mais c'est pas juste une autre personne, c'est aussi là, je pense qu'il faut surtout les SPD à longue durée et les libéraux, et voilà, il faut qu'ils se donnent à leur projet un nouveau élan. Et ça veut dire probablement avec des nouvelles personnes, mais je pense aussi, c'est aussi thématique. On peut pas continuer comme il est. Sinon, les libéraux, ils vont battre leur survie, là, je pense, à longue durée, parce que c'est aussi le parti où les gens donnaient le plus de euh, blame de pas pour que la coalition a été échouée. Et je pense surtout ce parti-là, il faut qu'il se réinvente
d'une façon ou une autre, et ça va que passer avec un nouveau dirigeant. Ouais, juste pour rebondir, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Daniel, c'est-à-dire que de manière classique, en fait, les partis qui soutiennent un gouvernement au pouvoir paient le coût de leur participation au gouvernement. Voilà. Particulièrement ici, on l'a déjà signalé, hein, c'était une coalition qui alliait des partis qui étaient très distants idéologiquement et donc il y a eu énormément de tensions et de blocages au sein de cette coalition, donc le coût peut être considéré comme un peu supérieur. Mais là, on voit bien que, en particulier pour le SPD, hein, son plus faible score historique quasiment. Euh, pour le FDP, la sortie du Bundestag, alors c'était déjà arrivé au FDP, donc c'est pas, mais quand même, ça nécessite pour eux de repenser leur ligne politique, leur manière de faire et de renouveler le leadership. Et je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute sur le fait que personne ne va s'accrocher à la direction des groupes, des partis, etc. Il y a déjà un changement qui est en marche et qui va se poursuivre parce que le choc, il est trop fort pour ces partis. Merci, Karim. D'autres interventions? Je retiens tout à l'heure ce qui a été dit, hein, d'une certaine manière, nous sommes en train de spéculer. Vous vous rappelez lorsque le gouvernement précédent a travaillé pendant des mois pour aboutir à un contrat de coalition. Tout de suite après est arrivée la guerre en Ukraine et une bonne partie de ce qu'ils avaient prévu devenait totalement caduque et ils ont dû réagir, improviser face à une situation complètement nouvelle. Et ils n'ont pas prévu l'imprévisible et ça risque de se produire encore une fois cette année, hein, je crois. Je dirais pas forcément, parce que si vous regardez, donc le nouveau contrat de coalition est beaucoup plus court et mieux, il me semble, jusqu'à date, mieux ciblé à des fins à viser ensemble au lieu aux petits détails, donc comment exactement y arriver, et avec pas mal de marge de manœuvre pour la coalition. Donc, il me semble que l'urgence et la volonté de travailler ensemble, mais forcément, ça exige des compromis très difficiles, mais malgré toute ma critique, forcément, donc les compromis entre partis et les compromis au sein du système allemand, donc au sein du système fédéral allemand, sont de façon explicite. Donc, c'est une fonction du système institutionnel politique allemand face à la difficile histoire allemande de la première partie du XXe siècle. Il faut s'en sortir avec les institutions qu'on a et on verra si nos institutions sont assez résilientes pour les défis qui nous attendent. Merci, Christian. Je vois que nous sommes pratiquement rendus à la fin de cette table ronde. Laurent, dites-nous, est-ce que nous avons le temps de donner peut-être une minute à chaque intervenant pour Oui, on dire peut un mot de la prendre une fin? minute pour chaque intervenant si jamais ils veulent réagir une dernière fois ou donner leur impression. Donc, bien évidemment, allez-y. Ou si c'est pas la peine. Daniel, Suzanne, Karim, Marie, non? Ben, Peut-être, non. peut-être que je voudrais seulement dire merci. C'est vraiment une discussion fructueuse. Ça met ensemble vraiment beaucoup des discussions dont on a et ça m'aide beaucoup. Donc, c'était un plaisir. Merci. Dans, dans ce Merci cas, également de ma part. C'était très, très intéressant de discuter avec vous. Alors, je pense qu'effectivement, il est important pour l'avenir que la France et l'Allemagne travaillent ensemble, mais pas seulement la France et l'Allemagne, aussi, comme Christian Leuprecht l'a dit, je pense, élargi à d'autres partenaires et notamment en Europe centrale et orientale. Je pense que c'est aussi un des enseignements tirés
par les dernières années. Merci. Je laisserai la parole après à Daniel et Karim s'il va intervenir, mais fondamentalement, mais déjà un grand merci à Denis Dumas pour cette excellente modération et surtout à nos panélistes pour leurs propos. Merci également parce que nous a rejoint donc Johanna Dorn, donc qui est l'organisatrice donc de cette table ronde. Euh, je retiens quand même de ce qui a été dit ou sur la qualité des différents échanges que d'une certaine manière on peut dire que le gouvernement qui s'est terminé, donc quasiment sur le point de terminer, parce qu'il est toujours quand même en fonction jusqu'il y a le nouveau entre en action, a quand même réussi, a eu quelques réalisations à son actif, mais peut-être a eu le souci qu'il n'a pas été à la hauteur des enjeux internes et externes, qui étaient beaucoup plus importants pour lui, et a souffert en fait de certaine manière de cela, puisque si je prends vos interventions précises, que ce soit par rapport à la manière dont il a géré les enjeux internationaux ou surtout le résultat lui-même, c'est-à-dire le fait que pour la première fois, on a les deux partis, à la base, on appelait Fox Party, donc c'est-à-dire des partis qui étaient censés faire 80 à 90% du vote, mais sont à peine à 52%. Donc là, il y a un enjeu majeur, surtout compte tenu de la montée de l'AfD et d'autres partis, que ce soit Die Linke ou Bündnis für Sarah Wagenknecht. Je terminerai juste un dernier point, c'est que ça a beaucoup été souligné aussi le fait il y a un besoin de stratégie. Et en fait, désormais, on a même maintenant des propos, enfin, des analyses récurrentes qui viennent mettre en avant le fait que le problème de stratégie n'était pas tant lié seulement à ce gouvernement-là, mais était lié aussi au SPD et à CDU des années précédentes, puisque bah, si on prend ce qui a été le triptyque de pendant 20 ans de la politique allemande, c'est-à-dire dépendance gaz russe, dépendance sécuritaire aux Américains, les marchés chinois, mais on voit qu'au niveau stratégique, ce n'est pas viable. Donc, c'est peut-être un problème qui n'est pas lié seulement à ce gouvernement sortant, mais plus donc à la classe politique en général par rapport à ça. En tout cas, encore une fois, un grand merci pour votre participation. Euh, pour information, il y aura un deuxième événement donc lié à cet enjeu-là aux élections allemandes et au futur gouvernement en mai prochain. Donc, je vous invite à déjà noter les dates du 12 et 13 mai, parce qu'on aura l'occasion d'approfondir au cours de deux demi-journées donc ces résultats et peut-être donc le futur gouvernement allemand qui sera potentiellement formé à ce moment-là. Mais en tout cas, en attendant, un grand merci à nos panélistes et également donc à Denis Dumas et Johanna Dom pour la modération et l'organisation. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Merci. Au revoir. Au Merci revoir à beaucoup. tous.